Bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau podcast de Elle était une fois le cinéma, le podcast où on parle de cinéma et de séries, mais avec toujours autant de plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission où on va pas décortiquer l'actualité, tout simplement parce qu'elle m'emmerde et tout simplement parce que je laisse d'autres en parler. Moi, j'ai envie de parler de films et rien que de films, et pour vous, encore de films. Aujourd'hui, j'avais envie de traiter de cinéma européen, Cocorico. Attention, pas forcément justement européen, dans le sens aujourd'hui financé par l'Union Européenne, non, loin de là. Je vais parler de films justement, de pays justement qui ont des cinémas, soit ont été de très grands mouvements de cinéma, ou soit tout simplement ont un peu périclité, mais sortent encore des œuvres très intéressantes. Il y a pas mal de films qui sortent cette année, justement, ou ces dernières années, justement, qui ont su titiller ma file, justement, cinéphilique de Blue Jean, du côté de l'Angleterre, ou encore Uncensored aussi, qui était un très bon film de genre, Freak Out, justement, d'un des réalisateurs dont on parlait aujourd'hui, qui a été pour moi une véritable claque incroyable. On peut citer Lamb aussi, du côté de l'Islande, Emma, du côté de l'Angleterre, Drunk, du côté du Danemark, ou The Innocent, je crois que c'est aussi du côté du Danemark, mais d'un pays nordique, c'est peut-être la Suède. Je peux me tromper. Mais voilà, c'est-à-dire que le cinéma est riche en Europe, et moi justement, ce qui me fait la particularité d'un cinéma européen, c'est justement de voir la culture de chaque pays, de voir justement l'histoire de ces pays, justement ce que ces pays ont à m'offrir d'un point de vue culturel, d'un point de vue sociétal, de tout ce qu'ils transcendent, d'un point de vue de qu'est-ce que c'est la vie là-bas et les problèmes qu'engendre cette société. Par exemple, en Italie, on a eu pendant très longtemps le néo-réalisme italien qui en parlait très bien justement à la sortie de la guerre de la vie des petits gens. Et en plus, derrière, on a eu tout l'aspect justement à travers le western spaghetti, justement qui dénonçait beaucoup de choses d'un point de vue sociétal, notamment avec Sergio Corbucci, Sergio De Lima. De Lima, j'espère que je le dis correctement. Qui faisait des films très politiques, et justement, et après suivra, après derrière, le Giallo, notamment avec des gens très connus comme Dario Argento, Maria Bava, Lucio Fulci, qui certes des fois pouvaient être moins politiques, mais quand même très intéressants d'un point de vue sociétal et sur la peur et les angoisses de la société italienne. Et justement, c'est des films qui sont très intéressants, et c'est pour ça que l'Italie, telle que je la connais, ou telle que je l'ai connue d'un point de vue historique, et des films qu'elle m'a enrichi, justement, me charme, et clairement, c'est quelque chose qui s'est, je peux dire, clairement perdu. C'est un cinéma qui s'est perdu, justement, je pense beaucoup à cause de la télé, à cause d'un certain homme qui s'appelle Sergio Berlusconi, avec la télé, qui a du coup anéanti, parce que la télé est arrivée beaucoup plus tard dans les écrans, enfin, dans les loyers italiens, justement détruisant quand même pas mal du panthéon, enfin de la domination qu'avait le cinéma justement à cette époque-là. Et c'est un cinéma qui est très riche, qui est très fort, le cinéma italien, mais qui s'est périclité par la suite. Et aussi parce que je pense aussi à un renouvellement des auteurs qui n'était pas forcément à la milieu des années 80-90. Les grands tenaient tant bien que mal. Mais derrière, ça a été très compliqué pour, je pense, toute une génération. D'ailleurs, c'est des années où justement où pas mal vont mourir, notamment l'un des plus emblématiques pour moi, notamment c'est Sergio Leone, qui était pour moi, comme ceux qui me connaissent, un réalisateur dont j'aime énormément le travail et qui m'a charmé par la force émotionnelle de ses films. Voilà. L'Italie, c'est un parfait exemple. Du coup, c'est un des films qu'on va apporter, c'est pour ça que je vous parle de cinéma italien. Je vais parler du cinéma anglais, un cinéma anglais que je connais beaucoup moins. Certes, même si c'est une coproduction anglo-américaine, mais globalement, ça se passe quand même beaucoup en Angleterre, et ça reflète beaucoup l'esprit anglais. L'Angleterre, c'est aussi un pays de cinéma, où justement, on a eu de très grands réalisateurs anglais. Je pense par exemple le premier c'est Michael Powell qui est clairement un réalisateur qui a marqué sa patte, notamment avec beaucoup de films très intéressants. On a toujours des réalisateurs qui arrivent, on peut citer Hitchcock qui à la base est anglais, on peut citer Edgar Wright pour son versant plus récent, on a encore Ken Loach qui est encore très vivant, Michael Earls. Donc voilà, et encore beaucoup moins important, on peut citer Kenneth Branagh. Du coup, c'est toute une vague de réalisateurs. Il y a, bien sûr, j'en ai oublié, hein, bien sûr. Bien sûr, il y a aussi tous ceux qui viennent d'une autre époque, on va dire plus de la pub et tout ça. Je peux citer par exemple Ridley, Tony Scott, ou encore pour moi le très regretté Alan Parker,
qui est justement pour moi un des plus grands réalisateurs, un des plus grands oubliés justement de ce cinéma-là. Oublions aussi que Charlie Chaplin est anglais, donc il a connu une certaine misère. Justement, parlons un peu de là, ou David Lean, ou d'autres réalisateurs de ce genre. Je revois au fur et à mesure que les noms me reviennent en tête. Du coup, c'est un cinéma qui est très profond, ancré justement dans l'idéologie, justement, une sensibilité de ces pays, même si beaucoup bifurquent aux États-Unis, on sent vraiment cette sensibilité très anglaise qui est propre à ces cinéastes-là, à cette envie justement d'aller chercher un cinéma quand même pas de la vérité, mais qui va déformer le réel et justement pour l'amener justement à quelque chose, pour critiquer certaines notions sociétales de manière très intéressante. Mais ça c'est aussi valable totalement du côté du cinéma, mais de la série. Les séries anglaises, pour moi, font partie quand même de ce qu'il y a de mieux. Excusez-moi, j'ai toujours un peu enrhumé, parce que bon, l'hiver arrive, et c'est toujours assez chiant. Et du coup, bien sûr, il y a d'autres pays que j'aurais pu citer. Le cinéma espagnol, justement, qui a eu des hauts, des bas pendant plusieurs décennies, qui au niveau du cinéma de genre est très 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 intéressant, qui nous offre pas mal de belles petites pépites. Par exemple, je peux vous citer Abuela, qui était un film, certes, loin d'être parfait, mais qui est un film qui est quand même enrichissement très intéressant, sur l'aspect justement d'une génération qui en bouffe une autre, voilà. Donc du coup, c'est très intéressant. Du coup, on a l'Allemagne aussi, avec la nouvelle vague allemande, cette nouvelle génération, avec les Wim Wenders, et les... Ah putain, j'ai un trou, excuse-moi, c'est le matin. Pendant que je fais des podcasts le matin, j'ai même pas encore bu mon café que déjà, je vous fais ce podcast généreusement. Bien sûr, du coup, voilà, avec le dog aussi, du côté du Danemark, avec les Thomas Winterberg, je vais arriver à le dire correctement, les Refn, qui est un petit peu à part, mais Refn, voilà. Donc pour moi son premier film Pusher est clairement dans une certaine forme du dogme, hein. Un peu moins de contraintes, mais globalement à peu près quand même sur une certaine idée de ça. Du coup, comment il s'appelle, putain, Lars von Trier, voilà. Donc voilà, dont vous avez pu voir au cinéma pour ceux qui habitent dans les grandes villes. Globalement, tout ce qui a pu être fait justement sur ce cinéaste qui est très intéressant. Donc l'Europe est très large, il n'y a pas que la France qui a eu pendant ou des moments d'histoire de suprématie du cinéma, mais clairement c'est des cinémas qui sont très riches et qui offrent pas mal de panels assez exceptionnels. Donc clairement, à un moment, faut s'ouvrir un petit peu à du cinéma. Là, ça fait 8 minutes que je vous parle de cinéma divers et variés, justement, en Europe. Mais à un moment, vous êtes là pour parler de films, parler un petit peu de films que je peux vous conseiller. Des films justement qui sont très différents les uns des autres, des films à la fois qui peuvent être fantastiques, des films de genre, de super-héros, à des drames purs et durs, mais qui sont pas dénués d'intérêt. Et justement, c'est pour ça que je vais commencer avec le premier, il s'agit de Mustang. Mustang, pour ceux qui ne savent pas, c'est un film que j'ai pu voir, un des premiers que j'ai pu voir avec ma carte UGC limitée en 2015 au moment de sa sortie. Et pour vous dire, ça a été un véritable trauma. Si je devais présenter le film de manière assez générale, ça serait dans un village turc, il y a 5 sœurs qui vit dans un environnement relativement très 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 strict et le mariage forcé se prépare. Où en gros, c'est des sœurs qui ont vécu, on va dire, relativement libres, et justement, derrière, vont être soumises au mariage, comme ça peut être le cas en Turquie, puisque c'est là où se passe la majorité de l'action, justement, avec ces 5 sœurs, qui ont tous des caractères très différents et très 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 forcés. Certaines vont plus l'accepter, d'autres ne le voudront pas. C'est une coproduction qui est très intéressante parce que certes, la France, très gros pilier de financement européen en France, parce que c'est l'un des pays qui a les reins les plus solides aujourd'hui. On a l'Allemagne, on a la Turquie, et j'étais très étonné qu'il y avait un petit bout du Qatar. Alors je suis très curieux de savoir à quelle dosage, à quelle quantité le film a pu être produit par le Qatar. C'est toujours très intéressant justement de savoir à quel point ils ont participé au financement. Parce que quand tu connais l'idéologie du Qatar, tu fais bon, est-ce que c'est en adéquat avec le film pour qui dénonce ça ? Je sais pas.
Excusez-moi. Du coup, Mustang, justement, c'est surtout aussi sa réalisatrice Denise Mamze Erguven, justement, qui est notamment franco-turque, qui a étude de la famille, voilà. Mais justement, qui a du coup derrière fait un autre film qui s'appelle King, et notamment qui a participé à La Servante écarlate, The Elementalen, pour la saison 3, notamment l'épisode 1 et 12, 11 et 12. Et je crois qu'elle avait fait aussi, elle avait pas un petit peu actrice, du coup, dans le segment d'Olivia Sayas. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai de tête comme ça sur son CV. Du coup, quand même, qui est voilà, enrichissant, parce que c'est à que 45 ans, elle a quand même un CV déjà pour quelqu'un de relativement jeune, parce que bon, le film a quand même 10 ans, donc c'est-à-dire qu'elle l'a fait, on va dire, sur les bouts de 8 ans, elle a fait, oui, c'est vers les 37 ans, donc clairement, elle est encore très très jeune. Elle a un cinéma, et pourquoi je vous parle du coup de ce film qui pourrait être un drame parmi tant d'autres, mais justement parce que c'est ancré dans une société. Ancré dans une société, et c'est pour ça que je vous ai parlé, justement, par exemple, du cinéma italien, dans cette société, justement, où les problèmes sociaux, justement, sont très implantés, ou aussi, par exemple, l'aspect justement des mœurs religieuses, par exemple dans ce cas-là, où justement les mœurs religieuses, les traditions religieuses, s'amènent aujourd'hui à un problème, par exemple dans beaucoup de pays, notamment comme la Turquie, voilà, il y a quand même une certaine occidentalisation justement sur la consommation, la manière de vivre, l'envie de vivre relativement libre, justement de bouger, d'avoir une liberté de son corps, et je trouve ça très intéressant, car c'est un film justement qui offre beaucoup de belles choses, beaucoup de cœur justement à l'ouvrage, à amener justement ces 5 sœurs justement qui s'aiment profondément, et c'est pour ça que l'affiche représente une étoile, c'est une étoile justement c'est une constellation d'étoiles, ces jeunes filles justement qui veulent vivre, et c'est ça qui est beau dans le film, c'est-à-dire que certaines vont accepter doucement peut-être plus facilement leur sort que d'autres, mais certaines vont se battre justement pour vivre tout simplement dont elles ont envie. Il y a tout cet aspect justement par exemple, moi ça m'a fait beaucoup penser un peu au cinéma de Jafar Panahi, justement, où ces personnages qui ont envie de vivre leur vie, des segments de vie, où on les voit tout simplement, par exemple, juste à l'école et tout ça, qu'on va les éloigner de l'école, justement d'amener ces jeunes filles qui justement ont envie aussi de vivre un peu leur liberté, d'aller voir un match de football. Justement, je crois que c'était du côté de Galatasaray, si j'ai pas de conneries, parce que je me remémore le film parce que ça fait un petit moment, je l'ai pas revu pour cette émission, mais je le garde très 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 loin en tête. Du coup, il y a aussi une scène moi qui m'a profondément marqué, qui est la scène justement du test de chasteté, justement, où voilà, où il y a des pratiques un peu alternatives entre guillemets. Je vais pas vous faire un dessin pour globalement pouvoir découvrir son corps, c'est-à-dire la relation purement SUL. Donc du coup, pour trouver pleinement ce que c'est le plaisir, justement, ces jeunes filles ont aussi, les plus vieilles, enfin du groupe, ont envie quand même de découvrir ce domaine-là, et aussi derrière, justement, de l'explorer, de le sentir, et tout simplement, et justement, pas d'être contenté à te dire un seul homme, le mariage et tout ça. Et du coup, ça amène beaucoup de divergences, justement, entre une ancienne génération, jouée par la grand-mère, le père, même si la grand-mère, par moments, est beaucoup plus tolérante. Mais voilà, donc du coup, dernièrement, il y a une envie de révolte de la part de ces gamines, justement, qui jouent tout relativement très bien, dont l'innocence est pure et sincère, et clairement, il y a c'est à montrer justement de passer du film un peu de quotidien, on va dire presque, à presque au film de prison. Parce que plus le temps passe et plus les mariages se font, plus ces filles sont séquestrées comme du bétail. Et c'est très intéressant de voir à quel point ce film recentre ça très bien. On est presque du côté du film de prison japonais partiellement. Alors avec la forme stylistique en moins, parce qu'on est quand même très très proche du réel, caméra épaule. Vous allez suivre un film qui justement, qui d'ailleurs qui est en langue turque. Donc voilà, si vous le regardez en VF, ça va pas vous empêcher le truc, parce que des fois, passer une certaine heure, on a envie de regarder des trucs en VF, mais des fois, c'est vrai que quand même, globalement, je pense que c'est très bien d'être ancré du côté de la langue pure, justement, pour ce genre de film, pour ancrer, justement,
cette nervosité justement qu'ont les personnages dans la manière de faire, dans la manière d'amener justement cette sensibilité. Et justement, c'est que plus le temps passe et plus on voit, c'est pour ça qu'il y a certaines choses justement à amener, on leur dit de manière cessante, la famille est le plus important, on doit obéir à la famille, mais qu'est-ce qu'il en est un petit peu de nous, de nos désirs, nos envies. Certains vont dire oui, la famille veut le meilleur pour toi, mais est-ce que la famille veut le meilleur vraiment pour toi? C'est une notion qui est très importante, et souvent que même la famille est condamnée à faire des choses horribles, des choses vraiment néfastes, qui en fait brisent les gens, et brisent notamment ces jeunes filles. Et c'est pour ça que c'est bien de rappeler justement, hommes ou femmes, du côté des hommes, pour leur dire tout simplement que vous n'avez pas à dire leur doctrine, vous n'avez pas à leur imposer certaines choses, surtout dans ces pays-là, où la religion est relativement forte et qu'à un moment, ces jeunes filles ont le droit de vivre et de tomber amoureuses de la personne qu'elles aiment. Du coup, aussi à côté, il y a ce côté très 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 important, où en fait, même du côté des femmes, de rappeler que par exemple en France, c'est des choses qui s'organisaient encore il y a quelques centaines d'années. On ne faisait pas des mariages par amour, on faisait des mariages pour avant tout l'ascenseur social et pour la pérennité avant tout d'une famille. C'est-à-dire qu'à ces moments-là, la famille c'est ce qui avait le plus important et elle choisissait les choses, on choisissait très rarement le cœur. Et du coup, voilà, c'est un film qui est très intéressant, qui est très riche. Du coup, c'est un film que je vous conseille vivement de regarder. Pour les plus cinéphiles, je pense que vous le connaissez très bien. Moi, c'est un film que j'ai acheté pour ma vidéothèque parce que c'est un film qui m'a profondément marqué. Et donc, je conseille vivement le visionnage. Et en tout cas, au passage, je tenais à faire une petite pause. Du coup, je ferme la case Mustang, mais pour vous remercier pour les 72 abonnés. On a une montée de plus de 10 abonnés en l'espace de quelques semaines. Mes podcasts, j'ai l'impression, vous font de l'effet et je suis très content de vous foutre une sacrée gueule ou plus pour la jante féminine. Je rigole avec beaucoup d'humour, voilà. Je dis les choses de manière crue et directe, comme on dirait certains. Mais du coup, nous allons passer du drame, de quelque chose de dur, de vraiment très fort. Et au passage, juste pour Mustang, je tenais vraiment à remercier la musique de Warren Ellis, qui est franchement un très 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 grand compositeur et qui a su vraiment amener une musique vraiment à la fois tendre et étouffante, que je trouve très bien travaillé. C'est un très 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 grand compositeur que je mets à la même hauteur que par exemple Nick Cave, qui pour moi est quelqu'un de très 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 talentueux. Et du coup, voilà, c'est un film qui a fait notamment pour moi un de mes films préférés en termes de musique, Comancharia, qui est pour moi une musique exceptionnelle. Donc voilà, je vous remercie, c'était la fin pour Mustang pour de bon. Du coup, nous allons aller du côté de l'Angleterre, parce que je vous parle de l'Angleterre, et surtout d'une période justement où, dans les années 70, tandis que la Grande-Bretagne finit le 25e année du règne Elisabeth, et oui, 77, parce que la vieille, elle a canné il n'y a pas très longtemps, mais clairement, bah putain, tu te dis, petit Jacques, en 77, en fait, déjà, c'est 25 ans de règne. Donc du coup, on a le personnage dans ce film de haine qui tout simplement va avec ses amis qui sont en fait des punks, tout ce qui a pu, voilà, dans les années 70, cette jeunesse en quête de rébellion, qui a envie de vivre sa vie et qui va vivre dans les soirées underground justement de Londres, justement, ou de la ville, tout simplement pour la simple bonne raison parce que il y a une véritable rébellion, parce que je rappelle un peu le contexte de l'époque. Je crois que déjà dans les années 70, on est déjà dans les années Thatcher, qui sont des années très 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 dures. C'est vraiment le capitalisme dur, où vraiment la jeunesse n'a rien à dire, et c'est vraiment aussi, c'est une période où encore on a très 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 vieille anglaise, hein. Il y a eu pas mal de rébellions, il y a eu des avancées sociales, mais clairement il y a eu aussi une époque où justement la jeunesse n'avait clairement pas le droit de parler du côté de l'Angleterre. Et du coup le mouvement punk avait concilié littéralement la doctrine justement de contrer justement cette mouvance idéologique justement dictatorienne, thatcherienne, on va dire. L'un va avec l'autre, on va dire, on va être honnête, hein. Mais
tout simplement, et derrière, justement, a su dénoncer beaucoup de choses, de mauvais goût notamment, et d'amener certaines imageries très cuir, et justement de ramener justement ce côté très friperie, ce côté à l'arrache, qui, moi, dans la musique, me plaît sur certains groupes des premiers temps punk. Après, moi, je ne dis que mon avis, aujourd'hui, punk is dead depuis très longtemps, tout simplement parce que quand tu vois le mouvement punk, pour moi, est depuis très longtemps assimilé, hein, tout simplement. Là où, par exemple, beaucoup de jeunes venaient de la classe du bas ou ouvrière, aujourd'hui, tu vois du côté de Paris, tu vois des bobos parisiens qui vivent sur Paname et tout ça, qui se prétendent des punks. Non, tu vas te taper ta méchante crise d'adolescente comme tous les autres de ton âge, et qu'à un moment, tu vas retourner chez maman et chez papa, parce que c'est elle qui paye tes fringues hors de prix. Parce que pour ceux qui savent, qui ont vécu en région parisienne, acheter des fringues rock, metal ou goth, ça coûte une couille. Donc voilà, c'est toujours le petit moment où j'aime bien lancer mon petit pic. Et pourtant, je suis un gros consommateur de métal, de hardcore et tout ça, mais clairement, punk is dead depuis un moment, quoi. À l'exception peut-être dans quelques autres pays où justement où les contextes sont très compliqués, où la musique parle. Par exemple, moi j'aime beaucoup ce groupe indonésien, justement, c'est des jeunes filles justement qui dénoncent beaucoup sur ce qui se passe en Indonésie. C'est très intéressant parce que justement les pays sont propres. Aujourd'hui en Angleterre, le punk, voilà, même s'il y a encore des inégalités sur pas mal de choses entre les différentes classes sociales, globalement, voilà. En plus, au casting, on a quand même pas mal de belles têtes d'affiche. On peut citer Elle Fanning, justement, qui à l'époque était au top, du top. Elle sortait comment il s'appelle, The Neon Demon. Elle sortait quand même de pas mal de films très 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 adoubés par la critique. Et bien sûr, Nicole Kidman, qui était toujours là pour choper, et qui justement est très sympa, parce que la meuf, quand même, fait un rôle secondaire, hein. Elle est secondaire, c'est-à-dire que, mais par contre quand tu la vois Nicole Kidman, et elle joue très bien cette mère, après la mère Nivy, un peu dans le mode, c'est elle qui au bois façon du punk, je trouve ça génial. Du coup, c'est un film justement qui parle de cette jeunesse, et c'est très intéressant sur beaucoup de choses, de se dire en fait, sauf que tu la mets avec du côté un peu de science-fiction et un petit peu de fantastique, qui vont, parce que nos trois personnages principaux, dont Anne, va rencontrer une tripotée d'aliens un peu bizarres, voilà. Donc du coup, ils vont s'attacher avec le personnage de Elle Fanning qui s'appelle Zen, du coup, qui va découvrir un petit peu la vie, justement, que cette société alien est quand même... voilà, à un moment c'est un peu câblé, et que chacun va aller un petit peu de ses expériences, c'est-à-dire que le personnage principal de N, justement joué par Alex Sharp, qui est le personnage principal, qu'on va suivre, et du coup va lui justement découvrir ce que c'est l'amour, des sentiments, lui qui est un gros rebelle, au final n'est qu'un personnage qui demande de l'amour. Et pareil pour ses deux camarades, dont un qui... je sais pas si c'est un image de South Park à la sonde anale, je trouve ça tellement drôle, parce que bon, pour ceux qui connaissent le premier épisode de South Park, c'est quand même fandard, ce genre de... Parce que j'ai revu le film il y a pas très longtemps, et clairement c'était une punchline qui m'a tué, parce qu'à un moment t'as un moment musical qui est absolument dantesque, où il y a un des personnages qui malheureusement va copuler avec des aliens, et ça donne quelque chose de très intéressant d'un point de vue possibilité. Oui, il n'y a pas forcément que sur Mass Effect, on peut tenter des expériences un peu cheloues, moi je trouve ça génial. Du coup, le film offre quand même vraiment une imagerie que moi je trouve très 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 intéressante sur beaucoup de points déjà. Alors on parlait un petit peu de Mustang avec ce côté caméra épaule, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que j'ai réussi à dire how to talk to girl at a party, justement cette particularité justement de ramener vraiment cette mouvance de caméra très punk, justement de suivre vraiment ces thématiques et d'aller jusqu'au bout, justement avec à la fois du step prating, justement, qui donne ce côté vraiment très 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 old school, qui marche très 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 bien, hein, faut pas se leurrer, hein, pour moi ça marche très 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 bien. Et derrière justement il y a ce côté aussi vouloir se rapprocher un petit peu presque du documentaire, c'est pour ça que c'est très très réaliste, et à la fois c'est très très formant, parce qu'il y a toute une scène où il se passe tout à la très 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 courte focale, proche du fisheye, très proche des personnages, et c'est un film qui justement montre beaucoup de choses très très intéressantes.
justement d'un point de vue visuel, amener justement une expérience de cinéma. Et justement, son réalisateur, John Cameron, justement, John Cameron, pas James Cameron Mitchell, lui c'est John Cameron Mitchell, c'est-à-dire c'est pas David Robert Mitchell, ce n'est pas David Robert Mitchell, c'est pas James Cameron, non, c'est John Cameron Mitchell, voilà. Donc du coup c'est un réalisateur quand même qui a déjà une soixantaine d'années, qui a pas mal fait de longs métrages, mais vraiment un tout petit budget, qui a aussi un petit peu fait scénariste, pas mal comme acteur aussi, il a un CV un peu bordélique je trouve. Je sais parce que je sais même pas s'il est totalement sur Wikipédia, il est totalement plein, donc voilà. Mais clairement, moi il y a 2 films qui m'ont profondément marqué de lui. Je pense à Chorbus justement, qui est une très belle œuvre sur l'ouverture à la sexualité. Moi souvent il y a des œuvres que je conseille, notamment pour les ados ou un peu plus vieux ados on va dire, 16-17 ans. Sense8 parce que c'est une très belle œuvre déjà d'action pour les garçons, pour l'action, mais aussi simplement pour tout ado et tout ça, voilà, ou même pour les demoiselles qui aiment bien l'action aussi, on dénigre pas parce qu'il y a des tas de nanas qui aiment bien le film d'action, pas pour rien qu'une de mes réalisatrices préférées est Catherine Bigelow. Mais voilà, mais globalement en fait c'est des films, en fait c'est Shortbus c'est un film justement qui est sur toute l'ouverture sexuelle, de tout ce que ça peut amener en termes de désir du corps, du fantasme et tout ça. C'est un film qui est très intéressant, donc je vous conseille vivement le visionnage si vous n'êtes pas curieux, peut-être pour une future émission. Mais voilà, où on parlera de SEXE sur cette émission, où on parlera de films un peu plus tabous. Voilà. Donc c'est un cinéaste qui est très intéressant, qui tente énormément de choses, et qui visuellement, c'est un film qui est riche. C'est un film qui n'a pas beaucoup de budget, mais clairement c'est un film qui offre beaucoup de choses, et qui pour moi vraiment a réussi à sceller ce que c'est l'underground, c'est-à-dire vraiment aller mixer des genres, aller toujours plus loin et pousser les choses à son paroxysme, et qu'à un moment c'est quitte à être dans le mauvais goût et de l'assumer pleinement. C'est pour ça que How to Talk to Girl at a Party est pour moi une véritable œuvre exceptionnelle et une véritable œuvre de cinéma qui vous amènera à son paroxysme. Donc voilà. Juste au passage, du coup, c'est vraiment aussi un réalisateur qui amène vraiment. Je voulais recliquer sur du coup pour le truc. C'est vraiment un cinéaste qui amène vraiment du côté pour moi de la pansexualité, c'est-à-dire t'ouvrir à plein de sexualités différentes, sachant que le cinéaste est ouvertement gay, c'est même devenu une icône, un grand défendeur des droits des gays, et justement c'est aussi un réalisateur, juste après le mec vient de El Paso, Texas, tu m'étonnes que le mec il défend quand même sa façon de voir les choses et de vivre, mais en fait il y a ce côté pansexuel justement où en fait déjà avec des aliens bien sûr, mais un peu aussi dans l'idée justement de pouvoir vivre pleinement ton enrichissement, et à un moment t'épanouir et découvrir qu'en fait tu peux découvrir des tas de façons d'aimer. Donc voilà, on en finit pour de bon avec How to Talk to Girl at a Party. Voilà, et on attaque le dernier film de cette sélection. Il s'agit de Jack Robot. Jack Robot, j'en ai parlé très régulièrement, mais sans rentrer en profondeur. Mais je vais vous en parler justement avec le cœur. Du coup, Enzo Cerotti est un petit voleur qui vit dans la banlieue de Rome, de Tortebella Monaca. Un jour, en fuyant la police, il se jette dans le Tibre et entre en contact avec une substance radioactif. Ces substances vont lui donner des pouvoirs, et du coup il va faire la rencontre de Alésia, une jeune fille un peu folle, victime d'abus qu'il identifie comme le super-héros, c'est-à-dire qu'elle identifie Enzo à son perso d'anime japonais préféré, Jack Robot, et Enzo va tout faire pour la protéger et notamment sauver la ville d'un criminel fou et narcissique qui s'appelle le Gitan. Et du coup, c'est pour moi un prétexte génial pour, que je vous ai parlé pendant un moment du cinéma italien, mais en fait c'est un film qui m'a redonné de l'amour au cinéma italien. D'ailleurs Freak Out, j'en ai parlé pour moi des films de super-héros qui sont largement plus le coup qu'aujourd'hui à Marvel, et pourtant avec beaucoup moins de budget. Jack Robot, c'est un film qu'il a fait avec littéralement, je peux le dire, la zigounette et le couteau, oui parce que bon, la vulgarité YouTube, voilà, non, à un moment, arrêtez de me briser les cacahuètes.
Mais voilà, je bifurque, on n'est pas là dans une salade de fruits. Du coup, ce film, en fait, c'est un film déjà qui est très riche, déjà pour notamment son acteur Claudio Santamaria, qui joue le personnage de Enzo Ceselti, notamment voilà, il y a Jack Robot, qui est vraiment extraordinaire. Ce côté un petit peu balourd, le personnage qui caractérise vachement son personnage avec des trucs très simples, très minimaliste. Par exemple, c'est un mec qui voilà, il a une vie, on va dire, la plus simple. Il mate des films pour adultes en mangeant du yaourt. Voilà, alimentation très saine, mais globalement, en fait, qui est très intéressante sur plusieurs choses, parce qu'en fait, ça caractérise le personnage comme quelqu'un de très simple, voilà, de la banlieue, qui simplement... On n'est pas dans le cœur de Rome, comme beaucoup de films italiens pouvaient l'être, du côté de la Dolce Vita, justement, ou par exemple des films de Dario Argento qui allaient beaucoup du côté de Milan ou du côté de Turin. Voilà, donc c'est une autre vision de cinéma, nous montrer la banlieue, c'est-à-dire celle qu'on ne voit pas ou très très peu dans les films, celle où tu dois prendre le bus pour y aller. Du coup, où justement c'est intéressant parce que de sortir de ce cœur de ville, là où par exemple Fast and the Furious 10, Mission Impossible sont les tournées. Là, on te ramène justement dans la centrification de Rome, des fois qui est sale, où il y a des problèmes de pauvreté, ou des problèmes de gang aussi très importants, ou justement qui amène cette notion justement claquante justement, où le personnage du gitan, lui, veut briller, c'est une tare de télé-réalité qui chante et voilà, qui a envie justement de briller, d'être au cœur justement de tout ça. Et c'est très 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 intéressant, et à un moment de se dire que cet homme, justement, va se retrouver en confrontation avec un héros simplement qui est un voleur et tout ça, voilà, mais qui n'est pas dépourvu de mauvaises intentions, c'est-à-dire il veut juste vivre en fait. Le gitan veut pas vivre l'argent pour vivre, il veut l'argent pour la gloire, voilà. Donc du coup, et il y a aussi le personnage de Elenia Pastorelli, justement qui joue Alessia, que vous avez pu notamment voir dans le dernier film de Dario Argento. Voilà, c'est pas une actrice, mais elle a une innocence chez elle qui fait que ça marche très très bien. Du coup, mais clairement, c'est un film où justement il y a un personnage qui est à la fois doux et tendre justement et qui marche très bien parce qu'en fait elle va adoucir le personnage de Claudio qui est bon un peu l'enfant nillois parce que bon ça reste quand même un mec du Tchéka, hein, faut le dire les gens, mais qui derrière justement va être plus attendri, justement va lui donner de la douceur malgré une scène bon qui je trouve est très mauvais goût et qui montre justement l'horreur justement de Claudio Enzo justement, mais à un moment qui a montré à quel point il veut se racheter de ses fautes et justement qui ne veut plus justement laisser cette animalité justement de bandit, justement de voyou, pour devenir quelqu'un, on va dire, de bon et de sain pour la société. C'est pour ça que justement, qu'il va tout faire pendant un match, un classico, Roma contre les fascistes de la Lazio. Oui, bon, vous savez où mon cœur va, étant grand fan de football, moi je vais clairement le cœur du côté de la Roma, pour ceux qui ont connu les belles époques, justement, du Catenaccio, du championnat italien, avec toutes ces belles années des équipes des années 2000, et surtout un joueur, mamma mia, Francesco Totti. Pour moi, peut-être l'un des plus beaux joueurs que j'ai pu voir sur cette terre. On en a vu plein, hein. On a vu des Ronaldo, des Messi, tout ça, mais je sais pas, moi Totti, ça a toujours été la classe, l'Euro 2000, un gros traumatisme, ce qui a fait que derrière, je suis tombé amoureux de la Roma, de lui, de la Roma, et de tout ce que ce club représente. Et la Roma, c'est une équipe que je suis toujours aujourd'hui, avec beaucoup d'aveur, et c'est pour ça que je suis très content, voilà, d'avoir un entraîneur comme José Mourinho sur le banc, même si bon, il y a toujours des moments un peu compliqués, mais globalement, on sort d'une conférence ligue, voilà, bon, c'était une aparté football. Donc voilà, excusez-moi, j'ai un peu bifurqué, et du coup, franchement, c'est un film qui ramène du grand spectacle, c'est un film qui n'a pas coûté si cher que ça, je crois que c'est un tout petit peu moins de 4-5 millions d'euros, et quand on voit ce qu'on peut faire et tout ça, à un moment, c'est hyper impressionnant ce que le cinéma peut offrir. C'est un film qui est généreux, qui propose de l'action, alors ça va dans la limitation de ce budget, mais clairement, le réalisateur Gabriele Manetti, justement, qui pour moi est très jeune, déjà il a que 45 ans, 46 ans, et du coup qui déjà m'avait charmé, un court-métrage que j'avais vu,
juste avant, parce qu'il l'avait proposé, je crois, juste avant, sur un festival que j'avais vu, puisque je rentre dans l'école de cinéma, il tournait encore un peu ce film, c'était Tiger Boy, qui notamment tourne autour du catch, et moi franchement j'ai adoré. C'est un court-métrage que je trouvais très 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 beau, et surtout Freak Out qui a été un véritable traumatisme. C'est un homme qui a créé, lui il a été critique et tout ça, il a fait quand même pas mal de choses, et surtout c'est un homme qui a profondément digéré sa pop culture. Alors certes on va dire là, je crois, alors globalement moi je trouve que c'est un mec qui fait généreux avec ses influences. Freak Out, t'as quand même Chewbacca qui fait crac-crac avec Chewbacca, quand même c'est toujours des choses de mauvais goût, c'est très italien et moi c'est ce que j'aime, c'est-à-dire c'est un film justement qui te remet le mauvais goût à l'italienne, ce charme à l'italienne, cette texture à l'italienne qui manque cruellement aujourd'hui dans le cinéma, parce que le cinéma italien manque cruellement au cinéma. C'est un film justement où qui est justement la Japanimation est au cœur de tout ça, c'est-à-dire que justement, et qu'est-ce que c'est être un héros c'est quelque chose qu'on a perdu, je pense, dans beaucoup de films de super-héros. Qu'est-ce que c'est un super-héros, et comment après cacher son identité, est-ce que ton identité est très importante. C'est pour ça que ça amène la création d'un héros, c'est équivalent d'un Captain America, voilà, derrière, le premier. Même si je trouve que, voilà, moi perso, les films de super-héros, pour moi, n'ont plus rien de super, parce qu'on arrive à un tel niveau de démesure. En fait, pour moi, ce qui faisait le charme, par exemple, des films de Spider-Man Raimi, c'est qu'il y a quelques personnes qui savaient l'identité de Spider-Man et qui, clairement, avaient ce côté, justement, où identité, un super-héros, et surtout une identité, et protéger les gens de manière anonyme, disant qu'il est avant tout pour le peuple, et non pour... Voilà, aujourd'hui, c'est pour ça que j'aime bien ce film, parce qu'il ramène le film de super-héros à l'essence justement de quelque chose qui est aujourd'hui qui est la communauté, et qui aujourd'hui justement est quelque chose qui se perd, et on le voit bien globalement. Miss Marvel, clairement la communauté, voilà, de prendre soin, voilà, de choses ça. Voilà, c'est par exemple les films de super-héros étaient profondément américains, s'ancraient justement dans une ville, un esprit, une ambiance. C'est le cas de Spider-Man avec New York, c'est le cas avec Daredevil avec New York. Ouais, après il y a un peu des super-héros un peu plus mondes, voilà, mais globalement il y a quand même toutes ces choses qui font que c'est un film qui est très intéressant, donc je vous conseille vivement le visionnage. Donc voilà, c'était 3 films européens à voir, des films justement qui valent largement le détour. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce podcast. J'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de l'été du cinéma. Et merci. Et si on essayait d'obtenir les 100 abonnés. Voilà. Est-ce qu'on peut aller atteindre les 100 abonnés? C'est une bonne question. Et on va tout faire pour cela. Je vous dis donc merci encore de suivre ce podcast. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao.